Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'accusation d'un complot Thabo Mbeki contre Jacob Zuma ressurgit en Afrique du Sud. Elles ne sont pas nouvelles mais viennent d'être renouvelées par l'autorité nationale des poursuites, le parquet sud-africain, qui a rendu public un rapport ce jeudi 2 avril. En République démocratique du Congo, la famille de Floribert Chebeya a lancé ce vendredi une procédure judiciaire. Les proches du défenseur des droits de l'homme congolais assassiné en juin 2010 à Kinshasa espèrent notamment que le général John Numbi, ancien chef de la police, soit entendu au cours de l'instruction. Diminution de la mortalité infantile et maternelle en Guinée équatoriale. Le gouvernement équato-guinéen a réduit de 75% la mortalité maternelle et de 69% la mortalité infantile de 1990 à 2014. Les précisions dans ce journal. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est de nouveau accusé d'avoir comploté pour empêcher Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007 en le mettant en cause dans l'affaire dite de l'Arms Deal. Cette fois, c'est le parquet qui mène la charge en s'appuyant notamment sur des enregistrements réalisés par les services secrets sud-africains qui avaient déjà été utilisés en 2009. Le point tout de suite sur cette affaire avec Aminata Diak. En Afrique du Sud, la justice exhume l'affaire dite de l'Arms Deal, une affaire de corruption relative à la signature en 1999 par le gouvernement du plus gros contrat d'armement depuis l'apartheid et dont le chef de l'État actuel Jacob Zuma a été mis en cause. Cette fois-ci, l'autorité nationale des poursuites semble avoir démantelé une affaire montée de toutes pièces. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki est de nouveau accusé d'avoir comploté pour empêcher Jacob Zuma d'accéder à la présidence de l'ANC en 2007 en l'incriminant dans cette affaire. Un rapport de 153 pages rendu public ce jeudi 2 avril et plusieurs enregistrements réalisés par les services secrets constituent des éléments de preuve accablants selon le parquet. Thabo Mbeki et Jacob Zuma ne se sont jamais portés l'un dans le cœur de l'autre parce qu'il y a là deux types de légitimité qui est en question par rapport à l'ANC. La légitimité, j'allais dire, de l'intérieur, de quelqu'un qui s'est fait lui-même et puis qui a fait la prison pour l'ANC, Jacob Zuma, qui est très proche du peuple, et Thabo Mbeki, la légitimité technique, intellectuelle de l'ANC, combat à l'extérieur. Pour l'analyste politique, cette lutte au sein du parti présidentiel pourrait encore durer puisque chaque camp voudrait que sa vision soit incarnée par la formation politique. Thabo Mbeki, lui, il avait une autre vision justement, du dirigeant de l'ANC qui se caractérise par la vertu, par des valeurs et qui incarne effectivement l'esprit de la réconciliation, du développement de l'Afrique du Sud. Et à partir de là, il avait tout fait pour que déjà Jacob Zuma ne lui succède pas. Alors comment ça va se terminer? L'enjeu en réalité c'est celui du renouvellement de l'ANC et puis du futur ou des futurs dirigeants de l'ANC. C'est ça le véritable enjeu. Quelle aile va gagner, ça on ne saurait le dire maintenant. Selon le rapport du parquet sud-africain, la justice aurait été utilisée comme un instrument politique par Thabo Mbeki et ses proches pour stopper la carrière politique de Jacob Zuma en 2007. En 2009, des enregistrements espions avaient permis à Jacob Zuma d'être blanchi par la justice. L'ancien président pourrait engager d'éventuelles poursuites. Deuil national au Kenya après l'attaque jeudi par un commando islamiste Shebab de l'université de Garissa qui a fait 148 morts. Le pays se recueille durant 3 jours à partir de ce dimanche. Le pays chrétien à 80% célébrera Pâques dans le chagrin. Les messes données à travers le pays seront largement dédiées aux victimes du campus universitaire. En bref, en Somalie, des médias ont été fermés suite à la diffusion de communiqués des miliciens Shebab qui ont revendiqué cette attaque de Garissa au Kenya. Sont concernés les radios Sky FM et Chabel. Le directeur de la radio Chabel a également été arrêté. L'affaire Floribert Chebeya, du nom du militant des droits de l'homme assassiné en 2010 avec son chauffeur Fidel Bazana, prend une nouvelle tournure en République démocratique du Congo. Ce vendredi 3 avril, l'un des avocats de la famille Chebeya a ouvert une autre procédure judiciaire, une requête de prise à partie déposée devant la Cour suprême, comme nous l'explique Aminata Diak.
En République démocratique du Congo, l'affaire Floribert Chebeya devant la Cour suprême de justice. La famille du président fondateur de l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix, assassiné en juillet 2010 à Kinshasa avec son assistant Fidel Bazana, dont le corps n'a jamais été retrouvé, a lancé ce vendredi 3 avril une procédure judiciaire destinée à obtenir un complément d'enquête afin de faire toute la lumière sur leur mort. Pour certains militants des droits de l'homme, les commanditaires du double meurtre sont connus, mais la justice tarde à les interpeller. Ce qui pose problème dans cette affaire, qui est une affaire politique, qui est un double assassinat politique de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, c'est le fait que les auteurs qui tiennent le règne du pouvoir en République démocratique du Congo, le bras qui ont agi pour tuer Chebeya, on les connaît, et ces gens qui sont des auteurs matériels circulent à Kinshasa et les donneurs des ordres sont à Kinshasa. C'est pour cela, suite au tollé qui a été élevé sur le plan international, ils ont monté un procès trompe-l'œil. L'activiste précise également que la justice a tous les éléments nécessaires pour rétablir la vérité sur cette affaire. Ils ont envoyé quelques lampions en prison et maintenant ils reviennent pour dire, ils veulent relancer le procès pour dire que c'est une affaire close puisque les enquêtes citoyennes de la société civile congolaise, défenseurs des droits de l'homme avec leurs collègues défenseurs des droits de l'homme à l'international ont abouti à établir cette responsabilité-là, mais que la justice indépendante, qu'elle soit sénégalaise ou au niveau d'un autre pays qui a la loi de compétence universelle, cette justice extraterritoriale devrait acter et relancer le procès. Floribert Chebeya, fervent défenseur des droits de l'homme, travaillait au moment de sa mort sur des dossiers très sensibles, notamment les massacres perpétrés au Bas-Congo en 2007 et une série d'arrestations arbitraires et de disparitions forcées. Dans cette affaire, le général John Numbi, ancien chef de la police congolaise, est l'un des responsables présumés de l'assassinat. Seulement, le procureur général de la justice militaire, chargé d'instruire l'affaire, refuse qu'il soit entendu par la justice. Également dans l'actualité congolaise, les 9 membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ont prêté serment ce samedi 4 avril. Désignés depuis juillet 2014, c'est devant le président Joseph Kabila, les 2 chambres du Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature qu'ils ont officiellement pris fonction et juré de respecter la constitution du pays. Cette Cour pourra notamment être sollicitée pour des questions de contentieux électoraux et de conflits de compétences entre les institutions. Inquiétante fuite de réfugiés burundais au Rwanda. Ces fuites semblent illustrer la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales de juin prochain au Burundi. Sont pointés du doigt les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, comme nous le précise Kekeli Afeto. Ce sont des centaines de Burundais qui franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda depuis le mois de mars. Ces réfugiés, originaires pour la plupart de la province frontalière de Kirundo, arrivent par petits groupes et se sont regroupés dans des camps de transit comme dans celui de Buxera, dans le sud-est du Rwanda. Craignant pour leur sécurité, ils se disent menacés par les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, régulièrement accusés d'exactions sur la population. Beaucoup de Burundais des provinces de Kirundo et Sidongozi partent au Rwanda. Et il y a même des camps qui sont installés au Rwanda. Ces gens fuient surtout la violence et l'armement des milices Imbonerakure qui sont affiliées au parti au pouvoir parce que ces milices préparent les élections d'une autre façon en intimidant les gens, surtout de l'opposition. Donc il y a beaucoup de tensions que ce soit à la frontière à Kirundo, que ce soit aussi dans la ville de Bujumbura où comme des rumeurs commencent à parler aussi des gens qui partent à l'étranger. Un mouvement migratoire qui témoigne de la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales de juin 2015 au Burundi. C'est l'illustration de la tension qui règne au Burundi, non pas à l'approche des élections, mais surtout à l'approche de la déclaration de la candidature du président Nkurunziza qui n'a pas droit au 3e mandat compte tenu des accords d'Arusha, mais qui veut forcer
pour qu'il reste président du Burundi. Donc on s'imagine qu'il peut y avoir de la violence et les gens commencent à fuir à cause de cette troisième candidature du président Nkurunziza. Une trentaine d'enfants non accompagnés ont été recensés par les autorités rwandaises. Mais pour l'heure, il est difficile de dire si les craintes de ces réfugiés sont fondées ou liées à un mouvement de panique. Bonne nouvelle en Guinée équatoriale, le pays a atteint les 4e et 5e objectifs du millénaire pour le développement. Le gouvernement de Malabo a en effet réduit de façon significative les taux de mortalité maternelle ainsi que celui des enfants de moins de 5 ans au cours des 15 dernières années. Les précisions dans ce reportage de Policarpo Edoumassa, notre correspondant en Guinée équatoriale, commenté par Birama Saounera. Des avancées significatives sur la réduction de la mortalité infantile et maternelle en Guinée équatoriale. D'après l'OMS, le gouvernement équato-guinéen a réduit de 75% la mortalité maternelle et de 69% la mortalité infantile de 1990 à 2014. Cette diminution significative met en lumière des efforts du gouvernement pour offrir aux femmes et aux enfants un accès universel aux soins de santé primaires. La Guinée équatoriale investit une part importante de ses recettes pétrolières sur la santé. Objectif, offrir à la population des soins de qualité. Le gouvernement est en train d'atteindre les OMD sur la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Durant la période de 2006 à 2011, 55 sur 1000 enfants d'1 an ont perdu la vie avant 5 ans. En 2013, les chiffres ont baissé de 69% chez les enfants et de 75% chez les femmes. Plusieurs facteurs ont contribué à cette réduction. La formation des ressources humaines, la construction des hôpitaux, la vaccination, l'eau potable et l'électricité. Malgré les progrès réalisés, de nombreuses insuffisances persistent. Nous recevons ici des femmes qui n'ont suivi aucune consultation prénatale. Certaines arrivent avec des fractures et d'autres formes de complications. C'est pourquoi nous les sensibilisons à se rendre régulièrement à l'hôpital pour éviter des infections. Dans les années 90, la Guinée équatoriale avait un des taux de mortalité maternelle et infantile le plus élevé du continent. Mais aujourd'hui, le pays a atteint un niveau de réalisation de 75% des 4e et 5e objectifs du millénaire pour le développement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.